Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de vue pour cette première émission de la semaine où, comme chaque jour, nous allons nous efforcer d'éclairer l'actualité du moment avec des points de vue, des positions différentes, voire même peut-être divergentes, sur 4 sujets que nous avons sélectionnés pour vous. Le premier, c'est Parcoursup. Vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est le nouveau mode de sélection ou pas. D'entrée à l'université, ce mot sélection est tabou pour le gouvernement. Est-ce des pudeurs? Est-ce une pudeur mal placée ou bien au contraire une réalité? Nous allons en parler. Nous allons aussi parler d'Alain Juppé. L'ancien Premier ministre et candidat malheureux à la primaire de la droite a annoncé aujourd'hui qu'il ne réglerait pas sa cotisation 2018 à son parti, les Républicains, peut-être devrait-on dire à son ex-parti. Évidemment, c'est sans doute plus qu'une question de gros sous, peut-être même une question politique. Et donc, elle nous intéresse. Nous allons aussi parler de la grande coalition qui a été annoncée vendredi soir en Allemagne par Angela Merkel avec le SPD. Ce projet de gouvernement en commun fait grincer beaucoup de dents. Chez les sociodémocrates, qui trouvent que ce n'est pas forcément une bonne idée. Nous demanderons à nos intervenants ce qu'ils en pensent. Et puis, nous parlerons du débat sur le féminisme. Faut-il dire peut-être sur les féminismes, avec les nouvelles déclarations de Catherine Deneuve qui font suite à la tribune publiée chez nos confrères du Monde. C'était la semaine dernière. Bienvenue à nos 4 invités. Merci à elles et à eux d'être là, comme on dit aujourd'hui. Bonsoir Bertie Bayard, vous êtes rédacteur en chef au Figaro Économie. Bonsoir Jean-Daniel Lévy. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive. Vous êtes également éditorialiste à LCP, la chaîne parlementaire. Bonsoir docteur Patrick Pelot. Bonsoir. Vous êtes médecin urgentiste, voilà. Président de l'Association des médecins urgentistes de France, ancien chroniqueur à Charlie Hebdo. Et votre dernier livre, L'instinct de vie, est paru aux éditions du Cherche Midi. Et puis Alexandre Devecchio nous a rejoint aussi. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous êtes journaliste aux pages débat opinion du Figaro, en charge du Figaro Vox. Votre dernier livre, Les nouveaux enfants du siècle, est paru aux éditions du Cerf. Nous parlons donc, pour commencer, de Parcoursup. Parcoursup, c'est la nouvelle plateforme d'inscription dans l'enseignement supérieur. Ça se passe sur Internet, c'est pour les élèves de terminale et ça remplace APB, le cauchemar des parents, j'en sais quelque chose. Est-ce que ce nouveau système est simplement une innovation technique? Non, parce que peut-être y a-t-il derrière une forme de sélection à l'entrée à l'université. Encore que ce terme n'est pas du tout revendiqué par le gouvernement. Écoutez ce qu'en disait Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Lui, il a trouvé un autre mot pour qualifier le nouveau système. Le mot-clé de ce qui est en train de se passer et que vivent déjà les lycéens de terminale, c'est le mot d'humanisation. Auparavant, on avait le tirage au sort, on avait quelque chose qui était anonyme. Aujourd'hui, on a quelque chose qui tient compte de chaque personne. Il n'y a pas de sélection? On n'utilise pas le mot sélection parce que ce mot, c'est un mot typiquement qui divise en France, qui est beaucoup plus intéressant. C'est une orientation réussie et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, ça, c'est de la casuistique où je ne m'y connais pas. Alexandre Devecchio, on joue avec les mots, là, ou bien il y a bien une différence entre sélection et humanisation et orientation réussie? Non, malheureusement, on est dans un pays où on ne peut plus dire les choses. Visiblement, il y a une partie de... Il s'agit de sélection, même si je pense qu'on aurait pu aller encore plus loin, le faire de manière plus transparente et plutôt que le faire à travers un logiciel, voilà, qu'il y ait une forme de concours ou de sélection, que les élèves sachent pourquoi ils ont été recalés ou pas. Donc on aurait pu aller plus loin, mais là, oui, effectivement, on a un cours de 9 langues du ministre, mais pourquoi pas si ça permet d'avancer sans braquer voilà, les gens qui sont dans les hauts fonctionnaires de la rue de Grenelle, qui sont quand même, pour le coup, sous prétexte de progressistes, finalement ultra-conservateurs, parce que la sélection permet aussi à des élèves qui arrivent à l'université de ne pas aller directement au chômage. On sait qu'il y a des filières qui sont saturées et que c'est bien parce que de faire aller des gens à l'université alors qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'y aller ou que ce n'est pas la bonne filière. Et pendant ce temps-là, ils ne sont pas dans les statistiques du chômage. Donc ça n'a rien de progressiste et d'humaniste. Et donc, bon, aujourd'hui, il faut avoir des stratégies politiques pour contourner ces pseudo-progressistes qui sont depuis très longtemps à la tête de l'éducation nationale.
Alors ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, on ne sait pas s'il y a sélection ou non, puisque chacun exprime ses vœux, et ce n'est que s'il y a, comme dans certaines filières, on le sait déjà, pas assez de place pour le nombre de candidats, qu'il y aura ou non sélection. Bertie Bayart, sur le fond, ça vous paraît une bonne idée de mettre de la sélection dès la première année de l'université ? Évidemment qu'il faut un petit peu de sélection, et en particulier dans ces filières qui sont ultra demandées et sans forcément les débouchés qui vont avec. Je crois que vous disiez que vous étiez un naufragé d'APB. Moi, pas encore. J'ai encore 2 ans avant de me frotter à l'expérience. Donc, j'espère que ce nouveau système marchera. Mais franchement, l'enjeu d'efficacité, j'ai l'impression qu'il est aussi énorme que celui qui met beaucoup sur lequel on a le plus de polémiques sur la sélection ou pas la sélection. Et on verra au bout d'un an ou 2 d'expérience quels sont je serais curieuse de savoir quel sera le taux d'élèves qui auront effectivement été recalés par la sélection dont on ne veut pas dire le nom, mais qui aura lieu grâce à ce système. Effectivement, est-ce qu'on sera sur quelques cas très marginaux ou est-ce que finalement on a un système qui sera totalement revu en profondeur dans la façon dont on accède ou pas aux études supérieures? Là, pour le moment, on a un nouveau système. On est incapable de dire de quelle façon ça va changer effectivement les choses pour les élèves et pour leurs familles. Donc moi, je demanderai un petit peu de temps avant de préjuger, de savoir si c'est sélection ou pas sélection avec ce nouveau système. Vous vous intéressez beaucoup à la réforme des politiques publiques. Sur le mode opératoire, changer les choses sans le dire, est-ce que ça vous paraît être une façon efficace de réformer en France? Peut-être parce qu'en face, il y a des conservatismes qui font qu'il ne faut mieux pas trop les prendre de front. Sans le dire, en l'occurrence, ils en ont parlé, ils n'ont pas tellement eu le choix. Et puis, ils ont eu une formidable opportunité qui a été cet épisode du tirage au sort. À partir du moment où il y a l'épisode du tirage au sort, on arrivait tellement devant l'aberration du système qu'il n'y avait pas d'autre choix que de dire on avance et on propose autre chose. Si on n'avait pas eu cet épisode-là, je pense que ça aurait été plus compliqué. Après, ne pas vouloir dire le mot de sélection, qui effectivement pour de bonnes et pour de très mauvaises raisons a une consonance polémique immédiate, voilà, c'est de la politique, c'est peut-être de l'ancienne politique ou de la nouvelle, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas une surprise. Jean-Daniel Lévy, ce sujet, il divise profondément la classe politique. Est-ce qu'il faut une sélection à l'entrée à l'université? Les Français, ça les intéresse? Ils ont un point de vue sur ce sujet? Déjà, effectivement, je vous rejoins sur le fait qu'il y a des mots qui sont des mots tabous dans la société française, en tout cas qu'on a des difficultés à pouvoir apprécier. Le terme sélection, aujourd'hui, n'est pas un point qui peut être apprécié en tant que tel, même si globalement, les Français comprennent bien ce qui se passe derrière ça et que même s'il n'y a pas le terme qui est utilisé, on voit bien qu'il va y avoir un choix qui va être effectué de la part de l'université en fonction notamment et des recommandations de la part des lycées et de la réussite scolaire des élèves. Donc, à peu de choses près, c'est un peu cacher ce sein que je ne saurais voir. On sait bien quelle est la finalité de l'opération, mais tant que ça n'est pas verbalisé... C'est pas très flatteur. Oui, mais d'une manière générale, c'est quand même une manière de faire passer les choses où tout le monde s'entend sur la finalité de l'opération, mais tant qu'elle n'est pas verbalisée en tant que telle, au final, on est prêt à s'en incommoder parce que la France, c'est quand même un pays qui a un certain nombre de principes, qui a un certain nombre de valeurs, et lorsqu'elle a le sentiment qu'on n'écorne pas ces valeurs, elle est prête globalement à avoir un certain nombre d'orientations politiques nouvelles qui peuvent se faire. C'est le cas là-dessus, ça peut être le cas sur les retraites, ça peut être le cas même en termes de gestion des finances publiques, où il y a un terme comme le terme rigueur aujourd'hui, qui est un terme qui est absolument inutilisable dans l'espace public. C'est quoi les mots interdits? Alors c'est sélection, rigueur, vous en avez d'autres? Ça peut être politique en faveur des riches, par exemple, ouais. Ou en tout cas... Président des riches, ça passe pas non plus. Même le terme capitalisme, aujourd'hui, n'est pas forcément un terme qui est forcément valorisé, ou le terme... libéralisme. Oui, alors libéralisme, oui, il y a le libéralisme, le capitalisme, la notion de richesse, la notion de justification de certaines inégalités constituent aujourd'hui des points qui sont des points assez globaux d'achoppement. Ce qui est assez frappant concernant l'université, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de principes de départ auxquels les Français sont attachés. C'est-à-dire de se dire, l'université, c'est aussi un savoir. Et ça n'est pas uniquement la valorisation ou l'inscription dans un parcours uniquement professionnel. Donc, il y a peut-être une interrogation sur ce que sont aujourd'hui les contours de l'université qui n'ont pas été entièrement redéfinis. Est-ce qu'il s'agit de filières qui sont des filières sélectives et qui ont vocation à terme à permettre à une partie de la jeunesse de pouvoir accéder à un certain nombre d'exercices ou d'activités professionnelles, ou s'agit-il d'une manière de formation générale à travers la démocratisation de l'université qui permet aux enfants d'accéder à l'enseignement supérieur pour pouvoir avoir un bagage qui n'est pas forcément uniquement lié au fait que ça soit des formations professionnalisantes. Un peu des humanités. Oui, c'est ça. Et c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu non plus peut-être de redéfinition, en tout cas de discussion autour de ce que devaient être les objectifs de l'université, qu'il peut y avoir également ces malentendus ou ces interrogations. Faut-il ou pas que l'accès
à l'université, soit s'inscrivent dans une sélection ou s'inscrivent dans un phénomène naturel. On a le bac et donc on a légitimement le droit à pouvoir poursuivre ses études. Et sur Twitter, vous pouvez vous aussi exprimer votre point de vue, #FigaroLive, point de vue. Est-ce que la position du gouvernement est ambiguë? Eh bien, pour l'instant, vous semblez plutôt considérer que oui, c'est même assez clair, même si ce n'est pas un sondage, je dis ça car Jean-Daniel Lévy me regarde avec vigilance. Vous êtes les 3/4, 76% à considérer que oui, le gouvernement est ambigu sur ce point. Patrick Pelloux, sur le fond du sujet, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, parce que les deux points de vue se défendent bien, hein. Celui d'Alexandre Devecchio disant attention, n'allons pas dans des universités qui sont entre guillemets des parkings à chômeurs, pardon, c'est un peu brutal de dire ça comme ça. Et d'autres qui disent mais non, au contraire, il faut l'université, ça peut servir pour la culture générale, on n'a pas forcément une vocation quand on sort de terminale. Vous en pensez quoi, vous? Moi, avec le regard que j'ai, parce qu'on travaille avec les universités, surtout en médecine, l'université, pour l'instant, elle ne répond plus aux valeurs que vous venez d'évoquer. L'université, sur son universalisme du savoir, sur l'ouverture des portes, sur l'ouverture des esprits, elle est cantonnée sur des objectifs où elle s'est trompée. Je le vois en médecine, où d'un coup, on fait des trucs, il faut savoir quel rendement ça pourrait avoir. Donc du coup, on le voit dans certains secteurs de l'université, notamment les sciences fondamentales, ou des choses qui peuvent paraître un peu ambiguës, l'étude des insectes, l'étude des fossiles, etc. Il y a moins de budget. Donc l'université se perd un peu sur l'universalité du savoir qu'elle devrait avoir. Bon, il y a des valeurs qu'elle a un peu perdues. Elle a perdu les valeurs sur l'égalité. Alors moi, je crois qu'il y a une grande ambiguïté sur ce que dit le gouvernement, parce que voyez-vous, si vous avez des jeunes, ce qui a été, semble-t-il, le cas, ce que vous évoquiez pour vous avez des jeunes qui font leur cursus, qui passent le bac, donc on leur dit il faut passer le bac, c'est l'entrée, etc. Puis dès cette entrée-là, pour avoir accès juste au savoir, on met une sélection en disant attention, ça va être difficile. Je crois d'abord qu'on est en train de former des bataillons et des générations entières de grands névrosés. Donc déjà, ça va faire beaucoup de consultations en psychiatrie, en psychanalyse. Parce que donc voilà une filière d'avenir à l'université. Voilà, d'emblée, vous avez un jeune qui dit « moi j'aimerais être historien » et d'emblée on lui dit « on va te sélectionner pire ». Alors là, vous avez raison. Moi j'aimerais rencontrer le gars qui un jour a dit « on va vous tirer au sort ». Ça c'est génial parce que c'est l'antithèse de la valeur par le travail et par le savoir. Ça, c'est l'antithèse de tout. Hein. Et donc, à l'heure actuelle, moi, je suis très critique avec une autre chose importante. Pourquoi l'université ne s'intéresse-t-elle qu'aux jeunes après le bac et à la formation initiale? Elle devrait se passionner pour la formation continue, voire des universités de la seconde chance. Il faut casser cette ségrégation par l'âge. Je ne sais pas, vous, d'un coup, vous avez envie d'apprendre l'histoire, vous devriez avoir la possibilité de rentrer à l'université et puis de faire des unités de valeur pour apprendre l'histoire. Ce qui fait que je crois qu'on est trop 20e siècle sur l'université. On sélectionne quelque part trop ou mal, parce que c'est vrai quelque part. Faut aussi dire la vérité. Il y a des élèves qui ne pourront pas, souvent parce qu'ils n'ont pas la technique du travail d'ailleurs, non pas parce qu'ils n'ont pas l'intelligence, mais parce qu'on ne leur a pas appris à travailler, c'est bien différent, eh bien il faut quand même avoir une sélection. On le voit en médecine. Mais, pour reprendre l'exemple de la médecine, il faut que la sélection soit ciblée sur l'objet. C'est-à-dire en médecine, on sélectionne par les maths et la physique. Bon, c'est bien beau, mais c'est bien loin des humanités. Est-ce que vous allez jusqu'à supprimer le numerus clausus en disant, après tout, formons le plus possible de médecins, puis on verra bien, les bons trouveront des patients et les autres font autre chose? Alors, la réponse est en train d'arriver, parce que comme on a rouvert les vannes du numerus clausus il y a quelques années, nous commençons à entendre dans les couloirs du ministère la petite musique qui est de dire « on est en train de former trop de médecins ». La petite musique qui s'était éteinte au profit de dire « on n'en forme pas assez », on commence à entendre la petite musique de dire « ah mais finalement on est peut-être en train d'en former trop ». Donc on ne sait pas. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que nous confions des clés à des universitaires, à des technocrates du ministère de l'Éducation nationale qui ne font pas ce que les parents attendent et ce que les étudiants et les futures générations veulent. C'est fait que je suis très très critique parce que les valeurs de l'université, c'est un des socles
de la nation et de la République. Jean-Daniel Lévy, est-ce que si le ministre Blanquer est si gêné pour parler de sélection, est-ce que ce n'est pas pour éviter d'avoir un marqueur de droite supplémentaire? Est-ce que là, il y a un clivage gauche-droite entre ceux qui sont plutôt pour la sélection à l'université ou plutôt pour une forme d'élitisme, entre guillemets, et les autres? Peut-être qu'on peut déjà rappeler que Jean-Michel Blanquer est une des révélations, en tout cas d'un point de vue d'opinion, de ce gouvernement. C'est-à-dire que quand on interroge les Français sur la composition du gouvernement, il y a des personnalités qui sont emblématiques et phares, qui sont Nicolas Hulot et Laura Flessel, qui ont eu des parcours qui étaient des parcours en dehors du strict cadre politique. Jean-Michel Blanquer n'était pas d'ailleurs dans le cercle politique probablement, mais quand on interroge aujourd'hui, parmi les ministres qui sont les plus en vue, les plus appréciés d'un point de vue général, Jean-Michel Blanquer fait partie de cela. Même chez les gens de gauche? Même chez les gens de gauche, autour de l'idée, on revient à un certain nombre de valeurs fondamentales. C'est-à-dire qu'on attend d'une manière générale une forme de norme, et que la perception, c'est qu'avec Jean-Michel Blanquer, il y a des principes un peu généraux, parfois de bon sens, qui aujourd'hui réémergent dans les politiques qui sont déployées au sein du ministère de l'Éducation nationale. Lorsqu'on parle du respect de l'enseignant, lorsqu'on parle même de la fin, effectivement, du tirage au sort pour l'université, lorsqu'on parle d'un respect qui doit être un respect plus important donné à l'égard de l'enseignant, etc. Ce sont des points qui permettent de valoriser un peu la fonction de ce que sont les acteurs de l'éducation au sein du corps de l'éducation nationale. On peut ajouter à cela le fait qu'il y a la réduction du nombre d'élèves par classe en CP, si je ne me trompe pas, dans les ZEP, s'il y a également l'idée d'une priorité plus importante qui est donnée à l'enseignement de la base, savoir compter, savoir écrire, savoir également lire avec une certaine forme de fluidité, offre même à gauche et même au sein des catégories populaires, une image qui est une image plutôt positive du ministre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il a plutôt intérêt, effectivement, et aujourd'hui ça marche à ce niveau-là, à ne pas créer de clivage, où globalement, comme on se le disait tout à l'heure, l'objectif apparaît comme étant un objectif relativement clair. Tout le monde n'ira pas forcément à l'université. Ou en tout cas, toutes les filières ne seront pas ouvertes de la même manière, ou en tout cas en fonction des attentes de la part des étudiants. Il y a donc ce côté un peu rassurant et qui correspond un peu, même d'une manière générale, à ce que peut porter ce gouvernement d'un point de vue d'opinion. On sait où on va, on a globalement la maîtrise, et lorsqu'on met en place des politiques publiques, elles sont au service de ces orientations. Alexandre Devecchio, en 2 mots, la sélection, c'est une valeur de droite ou pas? La méritocratie, je crois que c'est une valeur de droite, c'est un beau mot qu'on pourrait réhabiliter, mais je crois que la sélection, il ne faut pas être hypocrite, elle existe à travers les grandes écoles, à travers les écoles de commerce. Elle se fait justement pas par le mérite et par l'argent, et c'est un vrai problème. Et autre vrai problème à l'université, je crois, c'est dans les sciences humaines, où là on n'a plus des chercheurs, mais on a des idéologues qui ont fait qui est de l'idéologie, de la déconstruction, le phare de la pensée, et je ne suis pas sûr qu'il soit utile d'accumuler les thèses sur les transsexuels en Iran. Je caricature à peine. Donc là, il y a un vrai problème aussi sur ce qui est transmis à l'université, et sur les dangers de la sociologie. On n'est plus dans le savoir, on est dans l'idéologie. Non, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que de toute façon, la culture de l'égalité, pour dire que tout le monde peut faire tout, c'est pas possible. Et c'était une culture de gauche quand même. La gauche voulait cette culture égalitaire. Elle n'est pas possible. Mais de là à freiner toutes les envies des étudiants et de dire finalement on en vient à des sélections cachées, etc., autant que les règles du jeu soient posées et claires. Mais qu'à partir du moment où vous avez rempli ces règles du jeu. Qu'est-ce qui a été le scandale au mois de juin? C'est que des jeunes qui ont rempli tous les critères, qui avaient envie de faire ces trucs-là, on se retrouve avec ce qui est pour moi la synthèse de l'incompétence totale de la technostructure, c'est un tirage au sort. Quand il y a la nullité de ceux qui dirigent, ils passent à un tirage au sort. Mais par contre, moi je crois que vraiment l'université, elle a besoin, et en effet, il y a besoin d'un sens politique, mais qui soit dans les valeurs et probablement de ce qui a créé les universités avec le siècle des Lumières. C'est pour ça que ça c'est hyper important. Ça. Il y a la question du bac, juste en un mot aussi, qui est un moyen de sélection. On peut se demander aussi s'il est utile d'envoyer 80% d'une classe d'âge au bac si ensuite elle n'a pas forcément les moyens de poursuivre des études derrière. Et ce débat-là, on le refera, mais plutôt au mois de mai. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce sera la saison. Il faut donner, juste une parenthèse, il faut donner la possibilité à ceux qui n'ont pas eu la réussite une première fois de passer le bac
même s'ils sont plus âgés. Oui. Je suis d'accord pour que ça reste la clé qui permette les études supérieures, mais il ne faut pas cantonner au fait de dire le bac c'est 17-18 ans, sinon c'est pas possible. Je crois qu'il y a des gens qui ont des rythmes différents, et il faut accepter qu'ils puissent le passer de manière plus lointaine dans leur existence. Merci beaucoup, merci à tous les internautes qui nous suivent, qui commentent, notamment le droitiste qui est toujours fidèle au rendez-vous, sans aucun lien avec ce qui précède. Parlons maintenant d'Alain Juppé, l'ancien Premier ministre, maire de Bordeaux, présenté ce matin ses vœux à la presse, et il en a profité pour annoncer, l'air de rien, qu'il ne paierait pas sa cotisation au Parti des Républicains en 2018, pas plus d'ailleurs qu'il ne l'avait fait en 2017. Quel est le sens politique de cette décision? On va en parler, mais avant, on va réécouter Alain Juppé. Vous êtes très très bien informé, je vous en félicite. Je n'ai pas payé ma cotisation effectivement de 2017 et je n'ai pas envie de payer celle de 2018. Donc j'ai fait savoir que je démissionnais de la présidence de la fédération LR de la Gironde. Je prends du recul et je vais observer ce que sera l'évolution de cette formation politique dans les mois qui viennent, notamment dans la perspective des élections européennes de 2018. Elle est intéressante, cette décision. Jean-Daniel Lévy, vous saviez, vous, qu'Alain Juppé n'avait déjà pas payé sa cotisation l'année dernière? Non, je ne savais pas. Mais visiblement, je n'étais pas le seul. Par contre, je savais, comme d'autres, qu'Alain Juppé n'était pas forcément extrêmement enthousiaste à l'idée de voir Laurent Wauquiez prendre la présidence des Républicains, et que l'échéance des Européennes, ce n'est pas la première fois qu'il y fait référence. Il y avait fait globalement référence, même si par la suite il l'avait dénié, le fait qu'il faudrait penser, dans le cadre des élections européennes, à la présence de candidats progressistes, comme il dit, sur les listes soutenues par La République En Marche, et pas forcément être uniquement tous derrière le parti principal de la droite et du centre. Donc dans ce contexte-là, ce qu'il dit n'apparaît pas comme étant une surprise. Ce qu'on peut également rappeler, c'est peut-être la raison pour laquelle ça a un écho aussi important, c'est qu'Alain Juppé, même s'il est sorti de la vie politique, en tout cas dans une certaine mesure, même si aujourd'hui il ne prétend pas à avoir de nouvelles fonctions électives en tant que telles, existe et en tout cas est scruté. C'est la personnalité en qui les Français globalement affirment, en dehors des responsables du gouvernement, avoir le plus confiance, et que parmi les sympathisants des Républicains, parmi les sympathisants de La République En Marche, ça reste encore une figure qui est une figure tutélaire et une figure qui est une figure écoutée. Donc ça n'apparaît pas comme étant une personne qui serait aigrie ou sortie du géopolitique, qui se serait exprimée ce matin, mais une forme malgré tout d'assise et de présence comme étant, si ce n'est un mentor, en tout cas une voix qui va encore être écoutée de la part d'une part non négligeable des Français. Merci. Et comme à point de vue, on aime bien être cash, on a posé une question un peu primaire, mais après tout, assumons-la. Alain Juppé trahit-il la droite? Vous pouvez y répondre, oui ou non, bien sûr, si vous nous trouvez excessif ou de mauvaise foi, ça peut arriver, sur hashtag Figaro Live, hashtag point de vue. Bertie Bayard, c'est une clarification, en fait, cette prise de distance. Sur un certain nombre de sujets, en particulier économiques, peut-être qu'Alain Juppé est plus proche aujourd'hui de La République En Marche qu'il ne l'est de Laurent Wauquiez. Oui, c'est vraisemblablement. Alors, une clarification, je ne sais pas, parce que manifestement, on est quand même dans un processus très lent de détachement d'Alain Juppé par rapport au Parti Les Républicains. Donc, on a tous les mois une étape de plus qui est franchie. Vous pensez qu'il ne s'arrêtera pas là? Manifestement, l'échéance des européennes est importante dans cette perspective. Donc on verra à ce moment-là où on en est. Et, voilà, elle est clairement donnée par Alain Juppé à chaque fois qu'il prend la parole sur ce sujet. Il faut me rappeler que c'est un fondateur de l'UMP, donc sa décision à lui, elle est quand même particulièrement importante pour le parti et pour son image. Mais effectivement, sur le plan économique, il y a des convergences très fortes entre le programme de La République En Marche et Alain Juppé. On ne reviendra pas sur effectivement le juppéiste Édouard Philippe à la tête du gouvernement. Enfin, tous ces éléments qui font qu'il y a énormément d'éléments qui attirent Alain Juppé vers cette... Macron est même plus à droite qu'Alain Juppé, parce que Macron, lui, il a supprimé l'ISF. C'est vrai. En partie seulement, parce que je vous rappelle qu'il reste l'impôt sur la fortune immobilière. C'est vrai. En tout cas, les twittos considèrent, eux, que non, Alain Juppé ne trahit pas la droite. C'est la première tendance qui se dégage dans notre consultation. 55% considèrent que non. Et vous, Alexandre Devecchio ? Moi, je crois qu'il y a plusieurs droites. Enfin, d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on soit encore dans un débat droite-gauche. Au contraire, je crois que c'est un signe de plus de la recomposition à laquelle on assiste, avec d'un côté un grand parti libéral européen qui serait le parti de Macron. Et je salue la décision j'espère qu'Alain Juppé va aller jusqu'au bout, parce que ce sera une vraie clarification idéologique, qu'il soit aux côtés de Macron, parce qu'il est effectivement
plus proche de Macron que d'une droite plus euro-réaliste, qui est pour une Europe des nations, qui a une sensibilité plus sociale, qui est aussi plus ferme sur les questions de société, sur la question de l'immigration, sur la question de l'islamisme. Donc moi, je vois ça plutôt d'un bon œil. Après, c'est totalement logique dans le parcours d'Alain Juppé. Je pense qu'il a été le fossoyeur de ce qu'on appelait autrefois le RPR. Jacques Chirac gagne en 1995 sur le thème de la fracture sociale grâce à Philippe Séguin. C'est Alain Juppé qui est nommé pour faire le programme de Bruxelles. C'est une catastrophe. Donc voilà, à peu près tout ce que touche Alain Juppé pour son camp, c'est une catastrophe. Donc je suis plutôt heureux qu'il rejoigne le camp centriste qui est le sien, qui est son camp naturel, je crois. Patrick Pelot, on retrouve Alain Juppé droit dans ses bottes, là. Il considère que Laurent Wauquiez ne fait pas la bonne politique, et ben il s'en va. Ça a le mérite de la clarté. Je ne sais pas s'il s'en va. Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois qu'ils attendent. En effet, il y a cette espèce de recomposition politique qu'on attend. Bon, pour moi, la République en marche, il ne se passe strictement rien. Hein. Je pense que c'est une espèce de statu quo. Oui, c'est de la grande com. Donc tout le monde est content parce que ça. Il réforme quand même, non ? Je crois qu'il réforme strictement rien. Moi, mais enfin bon, sauf à part bien sûr certains l'ISF et la revue du Code du travail, c'est très bien. Pour le reste, je pense qu'il ne se passe strictement rien. Il y a une espèce de statu quo. On aimerait bien les entendre sur des gros sujets, mais on ne les entend pas, sur notamment les phénomènes de bandes dans Paris qui posent vraiment de gros problèmes à l'heure actuelle, l'islamisme dont vous venez d'évoquer, et je pense, la laïcité, d'accord ? Là, on ne les entend pas. Et c'est pourtant des sujets extrêmement aigus et périlleux. Donc, je crois qu'Alain Juppé, qui ne cotise pas, en gros, on s'en fout. Je pense qu'il reste de droite. Mais comment vous voulez adhérer vers les Républicains quand, en fait, il n'y a aucune idée, il n'y a aucune effervescence qui se passe ? Oui, ils ont mis Wauquiez, donc ils vont au rythme des escargots. Donc, normalement, il devrait y avoir un programme en 2050, à ce rythme-là. Mais pour l'instant, il n'y a strictement rien. Mais attendez... La même chose à gauche. On a l'impression qu'ils sont tous sidérés par ce qui se passe et personne ne bouge, plus personne n'ose rien dire. Il faut qu'il se passe quelque chose. Un pays ne peut pas vivre sans opposition. Un pays ne peut pas vivre sans débat politique. Si le débat politique ne se fait pas, je sais notamment qui va reprendre les débats politiques, ce sera l'intégrisme religieux. Et il ne faut pas que ça soit ça. Il faut que le politique ait la main sur la démocratie et sur ce qui s'y passe. Or, ils sont tous... honnêtement, je trouve qu'ils foutent rien. Enfin, honnêtement. Non, mais ils foutent rien. Ils attendent. Alors là, on a un machin. Alors l'événement, Juppé ne paye pas sa cotise. En gros, on s'en fout. On s'en fout complètement qu'il ne paye pas sa cotise. L'important, c'est les idées. C'est quoi les idées ? Alors moi, je comprends tout à fait Juppé qui dit « Qu'est-ce que vous voulez que je paye ma cotise à un truc qui ne fait rien ?» Voilà. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Oui. Non, je vous écoute avec intérêt, comme toujours. Et ça me rappelle la question qui est posée par Le Figaro. C'est une consultation, pas un sondage. La prise de distance d'Alain Juppé est-elle une mauvaise nouvelle pour Laurent Wauquiez ? En gros, vous êtes très partagé là-dessus. Et vous, Jean-Daniel Lévy, vous diriez quoi ? Pour Laurent Wauquiez, c'est une bonne nouvelle parce que ça clarifie les choses. Il est à droite, Juppé l'est moins, donc Juppé s'éloigne. Ou bien ça rétrécit encore la base électorale des Républicains ? Ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour Laurent Wauquiez. On a pu, d'ailleurs, hier, ça s'est passé en deux temps. Hier, c'est Dominique Bussereau qui a indiqué qu'il n'était pas présent. On a vu, notamment, si je ne me trompe pas, Guillaume Pelletier, qui est un des vice-présidents des Républicains, qui a indiqué que tout ceci n'était pas très grave et que c'était une décision un peu à caractère personnel. Là, le fait que ce soit un des anciens fondateurs de l'UMP, une des personnes qui a été Premier ministre, qui a été candidat à la primaire de la droite et du centre, et pendant longtemps d'ailleurs assez favori, et qui a et qui a encore aujourd'hui cet écho, même parmi les sympathisants des Républicains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'un sympathisant républicain sur deux qui déclare avoir confiance en Alain Juppé d'une manière générale. Ça ne permet pas complètement, je pense, à Laurent Wauquiez de pouvoir élargir autant qu'il le souhaiterait. On peut rappeler d'ailleurs qu'il a nommé Virginie Calmels pour donner un certain nombre de gages comme étant la première vice-présidente des Républicains, pour montrer que les juppéistes, tous ceux qui avaient une vision qui était une vision libérale, pour faire vite, de ce que pouvait être la société et l'économie, pouvaient se retrouver derrière le projet politique de Laurent Wauquiez, et que
cette mesure en tant que telle ou cette annonce en tant que telle. Ce n'est pas que la question de l'absence de la cotisation, c'est ce que le signe, ou en tout cas le message qui est renvoyé derrière cela. Et puis le fait de l'annoncer publiquement lors de ses vœux, ça indique précisément la distance qui est effectuée, avec, je crois, une pression forte qui est mise sur les élections européennes. Et que on peut rappeler que ce sont les prochaines échéances électorales et que c'est le point sur lequel probablement Laurent Wauquiez sera le plus jugé. A-t-il ou pas atteint son objectif, et notamment l'idée de réduire le Front National au profit de la formation politique, les Républicains. Parce que pour l'instant, le Front National, il est réduit. Je veux dire, celui qui a vaincu le Front National, c'est Macron au débat entre les deux tours. Voir Marine Le Pen elle-même dans son la grande victoire de la dernière élection présidentielle, ça a été ça. Oui, avec le Front National qui fait quand même 34% au deuxième tour, 11 millions de personnes qui sont déplacées pour aller voter pour lui, alors même qu'il y avait eu... Parce que c'est le deuxième tour. Et qui typiquement fait des bons scores aux européennes, donc on n'aura pas forcément... Enfin, en tout cas, qui a fait des bons scores aux dernières élections européennes, pas à toutes les élections européennes. Moi, je crois au contraire que ça va donner de l'air à Laurent Wauquiez, ça va lui permettre d'être cohérent. Il ne va plus être obligé de faire une synthèse qui est mortifère. Il va justement avoir les mains libres pour s'adresser à cet électorat-là qui est en déshérence, des gens qui ont voté FN ou qui ont cru et qui n'y croient plus, ceux qui se sont abstenus également. Je crois que le vrai réservoir de voix, il est là. Les libéraux et les Européens ont vocation à voter Emmanuel Macron. C'est sans doute ce qu'ils vont faire, d'autant plus s'il a l'appui d'Alain Juppé. Donc, je rappelle aussi ce que pèse à l'intérieur du parti Alain Juppé, parce qu'on dit qu'il est populaire, etc. Mais le candidat qu'il soutenait, Maël de Calan, je crois, lors des élections internes, a fait moins de 5%, il me semble. Donc, moins de 10%, pardon. Je suis un peu sévère avec Maël de Calan. Donc, c'est pas grand-chose. Je crois que l'orientation de la base a été claire. Maintenant, on attend que Laurent Wauquiez soit lui-même clair. Donc, Virginie Calmel, aujourd'hui, est isolée. Il en avait besoin pour gagner. Je ne suis pas sûr qu'on reconstruise autour de Virginie Calmel. Oui, mais ce qu'il faut que le politique intéresse les lecteurs. C'est ça. C'est pas tant son parti, parce que si on regarde les partis, c'est des coquilles vides. Il faut qu'il s'émancipe justement de toute cette contrainte. Voilà. Et quand on voit des campagnes, notamment la campagne qu'a fait Ruffin de la France Insoumise, dans une circonscription qui risquait de basculer au Front National. Ils sont allés chercher les électeurs, ils sont allés faire du porte-à-porte, expliquer le quotidien et s'intéresser aux questions que se posaient les électeurs. Or, si le politique ne donne de son image que finalement sa tambouille de parti pour sa propre carrière et sa propre réussite, ça ne répond pas à la demande des électeurs. Il y avait aussi pas mal de com chez Ruffin, dites-moi. Mais oui, bien sûr. Mais tous. Mais tous. Mais bien sûr. Mais c'était fait. Non, c'était pas. Mais c'était fait. C'est vrai que pour l'instant, Laurent Wauquiez semble être dans des combinaisons d'appareils. À mon avis, il faut qu'il s'en libère et qu'il s'adresse directement aux Français. Aujourd'hui, les Républicains sont un parti effectivement malade et mourant. Donc je ne vois pas pourquoi il faudrait refaire ce qu'avait fait Sarkozy en 2012 ou même en 2007, on n'est plus en 2007. La période a changé. Macron a gagné justement parce qu'il a refusé les combines d'appareils. Même si le contenu était assez vite, au moins il y avait un phénomène de dégagisme qui satisfaisait les gens. Je ne crois pas un seul instant au dégagisme. Eh bien, on en reparle dans un an ou deux. On en reparle dans un an ou deux, voire même peut-être dans quelques mois. La gauche et la droite ont-elles disparu? On aura enfin la réponse à cette question. Et ce n'est pas seulement une boutade, parce que c'est effectivement une nouvelle d'une importance toute essentielle. Parlons maintenant d'une autre combinaison politique, celle de l'Allemagne. De 2013 à 2017, Angela Merkel a gouverné avec le SPD, ça s'appelait la Grande Coalition. Ça n'a pas très bien réussi électoralement à ces deux partis. Le SPD a fait un score historiquement bas aux dernières législatives au mois de septembre. Le parti de Mme Merkel, les chrétiens-démocrates, ne sont pas très en forme non plus. Et pourtant, Angela Merkel a signé vendredi un préaccord de gouvernement avec le SPD et Martin Schulz, son président. Tout ça n'est pas du tout accepté dans le consensus par les responsables du SPD qui, dans plusieurs États d'Allemagne, disent « c'est pas ça qu'il faut faire, nos électeurs ne sont pas d'accord, le programme n'est pas le bon, en particulier sur l'accueil des réfugiés qui est fortement limité ». Alors, cette coalition en Allemagne trahit-elle les électeurs? C'est la question qu'on vous propose, à laquelle on vous propose de répondre sur le hashtag point de vue
#Figaro Live. Jean-Daniel Lévy, je vous voyais être un peu dubitatif sur la façon dont je présentais le dossier. Je crois qu'il y a beaucoup de responsables politiques européens sortants qui réalisent plus de 30%, enfin qui aimeraient réaliser plus de 30% des voix lors des élections. Il y a eu une baisse, il y a eu effectivement une baisse tendancielle du score d'Angela Merkel. Si je ne me trompe pas, ça fait 13 ans qu'elle est aux responsabilités. Elle obtient des résultats qui sont, si je ne me trompe pas, 32% pour sa formation politique. Je ne dis pas que c'est un bon score en tant que tel, mais quand on compare au niveau européen et quand on compare dans l'absolu, c'est-à-dire qu'il y a une personne sur 3 globalement qui a voté pour elle, ça, elle doit quand même globalement s'en satisfaire. Alors, ça n'est pas suffisant. Le mode de scrutin également en Allemagne ne lui a pas permis d'obtenir exactement la traduction en termes de sièges qu'elle pouvait souhaiter. Et on sait qu'il y a également des habitudes de coalition qui peuvent se faire. Pour différentes raisons, ça n'a pas pu se faire. Celle de la coalition Jamaïque qu'on avait présentée pendant un certain temps n'a pas pu. Ça, c'était une coalition avec les libéraux et les écologistes. Avec les libéraux et les écologistes. Des désaccords profonds se sont déroulés. Et avec, en trame de fond, je pense qu'il faut le rappeler, une montée de l'extrême droite, l'AfD, en Allemagne, et qui constitue là pour le coup la vraie évolution, et en termes de voix, et en termes de traduction, c'est-à-dire du nombre de députés qu'on retrouve siégeant effectivement en Allemagne, et qui aujourd'hui constitue un spectre. Constitue pas forcément un spectre de manière massive pour les Allemands, mais en tout cas pour les responsables politiques du SPD et de la CDU qui se disent il va falloir qu'on fasse ou qu'on crée les conditions pour éviter de se retrouver face à de nouvelles élections. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve face à cette coalition, et avec d'ailleurs, vous l'avez indiqué, non seulement des responsables politiques du SPD qui aujourd'hui critiquent cet accord potentiel, mais quand vous interrogez même les électeurs allemands, ceux qui se déclarent proches du SPD, ils ne sont pas favorables à cette nouvelle coalition, et c'est encore plus virulent parmi les jeunes sociodémocrates. Mais effectivement, s'il y avait de nouvelles élections, les sondages indiquent que l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, ferait un score encore supérieur, d'où l'inquiétude qui se fait jour. Bertie Bayer, est-ce que c'est un peu la limite du système allemand? Parce que même si Jean-Daniel Lévy le disait très justement, Mme Merkel a fait plus que sauver les meubles. En revanche, du côté SPD, là, pour le coup, c'était vraiment la contre-performance. Ils sont autour de 20%, je crois, de mémoire, 20,5%. Et pourtant, ils se retrouvent au gouvernement. Tout ça, c'est un peu la limite de ce système où on fait des coalitions et on ne demande pas leur avis aux électeurs. C'est un système qu'on a beaucoup admiré par le passé, qui rencontre là cette fois-ci des difficultés, mais on a trouvé jusqu'ici qu'il était assez pour sa stabilité, pour justement sa capacité à créer des consensus et à créer des coalitions autour de projets qui sont construits, qui sont communs et en tant que tel assez travaillés. Le SPD, oui, il avait envie de se faire une forme de cure d'opposition pour regagner un peu à la fois de contenu et de popularité. Il y a une grosse responsabilité qui pèse sur ce parti aujourd'hui. Et avec deux enjeux aujourd'hui importants dans la formation de cette nouvelle coalition, qui sont d'une part effectivement la réponse à l'extrême droite et le défi posé par l'immigration, l'accueil des réfugiés, qui a été un thème extrêmement important en Allemagne ces derniers mois. Et puis le deuxième enjeu qui est l'Europe, la construction européenne. Le débat est un petit peu moins virulent qu'il l'a été il y a 2-3 ans en pleine crise de la zone euro. Mais la place qu'occupera l'Allemagne dans l'Europe de demain vis-à-vis de ses partenaires et de ses partenaires les plus fragiles, c'est un point qui est absolument essentiel à trancher entre Mme Merkel et le SPD. Et on voit qu'une bonne partie des négociations qui ont eu lieu ces derniers jours, se cristalliser autour de quelle construction européenne, quelle place pour l'Allemagne, quel projet européen. Est-ce qu'on est d'accord ou pas pour avoir cette fois-ci vraiment un ministre des Finances de la zone euro? Est-ce qu'on est d'accord pour avoir un budget européen? Et voilà, là où on aurait pu craindre une forme de repli de l'Allemagne vis-à-vis de l'Europe à laquelle elle pense avoir beaucoup donné, on a plutôt un projet européen qui est en train d'avancer et qui se fait en miroir aussi de ce que Emmanuel Macron a pu développer comme discours ces derniers mois. D'ailleurs, le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, se félicitait de ce préaccord. C'était ce matin au Talk. Regardez. Moi, je me félicite de voir que les pourparlers, les discussions entre le SPD et la CDU-CSU ont débouché sur un programme, ça y est, de gouvernement de 28 pages, qui commence d'ailleurs par un premier chapitre sur l'élan européen. Et donc on voit bien que le discours d'Emmanuel Macron porte aussi et rencontre un écho outre-Rhin. Et donc j'espère que ce processus va pouvoir aller à son terme et que nous pourrons avoir cette Allemagne forte et stable dont nous avons besoin pour agir en Europe. Jean-Baptiste Lemoyne se réjouit, et vous, Alexandre Devecchio?
Moi, je constate que la recomposition a lieu également, je dirais, en Allemagne. Le système électoral est très différent du système électoral français, mais on a effectivement ce grand bloc central avec l'effondrement finalement des sociaux-démocrates, l'aile gauche qui disparaît et l'aile libérale qui rejoint l'aile libérale de droite. Donc on a pareil une union des libéraux de gauche et de droite en Allemagne, mais j'observe aussi qu'ils sont en réalité pas tout à fait majoritaires dans la population. Donc il faut qu'il y ait une alternative crédible face à ce bloc-là, sinon on est dans une situation totalement antidémocratique où on nous explique qu'il n'y a qu'une seule politique possible. Or je crois qu'il y a une aspiration de la population à une autre politique possible, et pour ça il faut une alternative crédible. Je crois que le temps de la décomposition n'est pas tout à fait achevé et que viendra bientôt le temps d'une recomposition réelle avec deux nouveaux blocs qu'on appellera peut-être de nouveau gauche-droite, mais qui se structureront autour de l'enjeu central du XXIe siècle, qui est celui de la mondialisation. Quel est notre rapport à la mondialisation ? Est-ce qu'on est pour une ouverture globale et vers des États post-nationaux, en quelque sorte, ou est-ce qu'au contraire, dans un contexte de danger accru, de bouleversement économique, on cherche à se protéger et on fait justement de l'État-nation non pas le meilleur rempart, parce qu'on n'est pas seulement dans quelque chose de défensif, mais le meilleur outil au sein de la mondialisation. Voilà, là, on peut souligner l'habileté politique d'Angela Merkel parce qu'elle fait un accord, en tout cas un pré-accord avec les sociaux-démocrates, mais en leur imposant néanmoins une limitation autour de 200 000 du nombre de réfugiés par an et un encadrement très strict du regroupement familial, ce qui a priori n'était pas du tout le programme du SPD. Patrick Pelloux, vous avez un point de vue sur ce dossier ? Moi, j'admire ce que fait l'Allemagne depuis qu'ils ont réuni l'Allemagne entre la RDA et la RFA. Ils réussissent à chaque fois. C'est ça qui fait quelque part l'admiration de la France. Et puis là, Angela Merkel, c'est extraordinaire. Ça fait 13 ans, vous disiez, qu'elle est au pouvoir. Elle et là, son 4e mandat. T'imagines, Sarkozy, Hollande, je sais bien comment elle fait. Ouais. C'est extraordinaire. Donc, c'est de toute façon, entre l'Allemagne et la France, les deux moteurs pour l'avion Europe. Vous citiez les priorités qu'il y a sur la reconstruction européenne et qu'Angela Merkel peut mettre en place. Pour moi, elles sont vraiment de trois ordres. C'est l'écologie de toute façon, parce que de toute façon, c'est le moteur européen qui peut faire redynamiser les accords sur la COP21. C'est la sécurité, parce que ça, de toute façon, et dans la sécurité, il y a bien sûr les réfugiés. Et qu'est-ce qu'on va faire des réfugiés et comment, si on arrive à des accords de paix en Syrie notamment et en Libye, qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire sur l'Afrique du Nord et la Corne de l'Afrique, on arrive à ravoir des situations de paix, comment les réfugiés vont retourner là-bas ? Ça, c'est vraiment des questions. Et le troisième, c'est en fait, au sens large, la sécurité sociale, c'est-à-dire le monde du travail, comment lutter contre le chômage, etc. C'est ça, c'est sur ce trépied que de toute façon, la recomposition politique, qu'elle soit en Allemagne comme en France, parce que le regroupement, et ce que vous disiez fort justement, c'est ce qu'on assiste aussi en France. C'est-à-dire les grandes démocraties. Et si là, on se tournait un petit peu vers l'Italie, qu'on oublie souvent, elle va avoir des élections. Et en fait, la recomposition qu'il y a en Italie, c'est la même chose, avec de toute façon une remontée un peu des racines du fascisme qui sont à nouveau en train de renaître, parce qu'à chaque fois, vous avez l'extrême droite et les nationalismes qui sont là. On l'a vu avec l'élection en Autriche récemment. Et c'est vraiment... il faut se féliciter à la fois que Angela Merkel continue à pétrir la démocratie en Allemagne et en fait à l'orchestrer. Elle est la chef d'orchestre de cette démocratie. Hein. Mais en même temps, il y a des priorités à avoir sur la reconstruction, et la reconstruction européenne est vraiment essentielle. Donc, il y a le socle électoral d'Angela Merkel, c'est plus de 30% des suffrages, comme Jean-Daniel Lévy le rappelait très justement, et Patrick Pelloux, qui est un fan, de toute évidence. Ah bon, moi, bien sûr, pourquoi mais au contraire, c'est à ça que ça point de vue, c'est à exprimer le sien. Plus je viens ici, plus j'évolue. Eh bien, c'est très bien. Voilà, vous allez bientôt tous nous dépasser sur notre droite. Parlons, si vous le voulez bien, pour les quelques minutes qui nous restent,
reste des nouvelles déclarations de Catherine Deneuve qui donnait ce matin une interview chez nos confrères de Libération. Cette interview fait suite à une chronique signée dans Le Monde de la semaine dernière par une centaine de femmes, dont Catherine Deneuve, critiquant les excès de tout ce qui a suivi, vous savez, cette opération Balance ton port, critiquant un féminisme qui se traduirait par une forme de haine des hommes. Ce matin, Catherine Deneuve a expliqué qu'elle aimait la liberté, que donc elle voulait la conserver, même si elle s'excusait auprès des victimes qui ont pu se sentir agressées par la Tribune du Monde, où encore une fois, on voulait ne pas confondre les agressions sexuelles et les viols avec une forme de drague, même lourde, que les signataires soutenait. Bertil Bayart, c'est un peu facile de se tourner vers la femme de ce plateau pour lui demander son avis, mais je ne résiste pas à la facilité, tant pis. Vous voulez mon avis? Est-ce que vous pensez que Catherine Deneuve est sur la bonne ligne? Non, je ne sais pas, je commence à en avoir assez de ce débat. Oui. Je vais être très franche. C'est pour ça qu'on l'a gardé pour la fin. Voilà, non, mais ça fait quelques semaines que ça dure et il y a des choses très importantes qui ont été dites et c'est évident. Voilà, là aujourd'hui, décortiquer les tribunes des unes et des autres, des stars d'une certaine opinion et de celle de l'autre, voilà, je commence à trouver qu'on en fait énormément trop. Voilà, le débat il se résume entre des personnes qui disent tout est noir ou blanc et des personnes qui disent on a des degrés, on a une gradation dans l'éventuelle gravité des faits et à partir de cette gradation on peut avoir son opinion. Voilà, j'avoue que je n'ai pas lu la tribune de Catherine Deneuve ce matin, peut-être parce qu'effectivement je commence à en avoir un petit peu assez de ce débat. Clairement, la tribune qu'elles ont écrite la semaine dernière ne méritait pas le déluge d'injures que ça a pu leur valoir. Clairement, je comprends, il y avait effectivement dans cette tribune quelques propos qui étaient potentiellement gênants et qui ensuite, dans l'emballement médiatique qui a eu lieu derrière, dans les prises de position de certaines signataires de cette tribune qui n'étaient pas Catherine Deneuve, il y a eu des propos encore plus choquants. Mais là, je pense qu'on est en train de perdre totalement de vue l'essentiel du débat. On a un problème dans notre société de sexisme, c'est une évidence, mais reprenons un petit peu de hauteur, reprenons un petit peu notre respiration et examinons les choses de façon beaucoup plus calme, apaisée, sereine. Voilà, et pas à coup de tribune dans les journaux, ou en tout cas pas toujours de celle-là. Jean-René Lévy, Bertil Bayart nous dit qu'elle en a assez de ce sujet. Les Français aussi, à votre avis? C'est un vrai sujet de discussion. C'est un vrai sujet de discussion, c'est un vrai sujet de débat aujourd'hui dans la société française. Il y a des personnalités qui sont des personnalités emblématiques, et effectivement Catherine Deneuve en constitue une. Elle est celle qui est la plus identifiée parmi les différents signataires, et d'ailleurs on peut voir que dans la photographie de une de ce matin de Libération, elle fait quelque chose qui est politiquement pas correct, si je ne me trompe pas, je crois qu'elle est en train de fumer. Alors, une de Libération, voilà, pour montrer une forme de liberté qu'elle pourrait avoir ou de transgression. Ce qui est assez intéressant, c'est deux choses. Le premier aspect, c'est que quand on interroge les Français sur leurs aspirations, leurs attentes d'un point de vue général, la question de l'égalité homme-femme constitue un vrai enjeu, et ça fait de nombreuses années que ça constitue un point sur lequel les Français disent, en termes notamment de salaire, parce que c'était comme ça que se posaient les questions, il y a des inégalités qui ne sont pas supportables, qui ne sont pas légitimes, qui ne sont pas justes. Et comme souvent en France, tout le monde peut être d'accord autour d'un sujet. Quand il n'y a pas de débat, ça n'avance pas. Donc c'est un vrai sujet depuis de nombreuses années, mais sans qu'il y ait véritablement eu de négociations ou en tout cas de mesures qui étaient prises pour que les choses changent. Le deuxième aspect, c'est qu'on voit apparaître quelque chose qui était sous-jacent, qui était vécu notamment par un certain nombre de femmes qui n'osaient pas ou qui ne savaient pas forcément comment parler, qui avaient un peu le sentiment d'être chacune un peu face à une situation, mais peut-être singulière, sans avoir connaissance de l'ampleur aujourd'hui de ce que peuvent apparaître soit les discriminations, soit le harcèlement, et qui aujourd'hui disent on va quand même profiter de l'occasion pour pouvoir faire en sorte que ces difficultés que l'on rencontre soient aujourd'hui corrigées, même si la France n'a pas basculé dans une forme de puritanisme, merci, ouais. Absolument exacerbé, et qu'il y a toujours la volonté qu'il puisse y avoir des relations hommes-femmes parfois assez différentes de ce qui est perçu, quelle que soit la réalité, la manière dont ça peut se passer aux États-Unis. Alexandre Devecchio.
Non, moi je crois que ce qui intéresse les Français ou les Françaises, par exemple, c'est pas de ne pas se faire agresser dans le métro à certaines heures. Là, c'est un vrai problème. Patrick Pelloux parlait des bandes à Paris tout à l'heure. Il y a sur la condition des femmes les caissières qui font des heures et qui peuvent subir de fortes pressions. Il y a est-ce qu'elles vont trouver des crèches pour leurs enfants? Mais je crois que là, on est dans un débat délirant d'une petite élite absolument pas représentative. Je suis désolé, Caroline de Haas n'est personne. Bon, Caroline de Haas, féministe. Oser le féminisme, je ne sais pas dans le pays réel qui connaît Oser le féminisme et qui connaît Caroline de Haas. Donc là, je crois qu'il y a une responsabilité des médias aussi d'arrêter avec ça. Je crois que ce n'est pas le débat central de la société française aujourd'hui. Ça fait 3 mois que ça dure. Je rappelle, on parle du féminisme, mais qu'il y a en début d'année, une policière frappée par des dizaines d'hommes encapuchonnés, ça n'a pas choqué ces mêmes féministes qui sont sur les réseaux sociaux. Donc je trouve que ça commence à bien faire et qu'on atteint des sommets de ridicule. Et bien alors nous aussi on va arrêter, mais pas avant d'avoir entendu Patrick Pelloux sur ce sujet. Quand même. Non, sur ce sujet, mais je rejoins, c'est ce que oui, moi j'aimerais surtout sur le quotidien, mais il n'y a pas de baguette magique pour changer le comportement d'un certain nombre de nos concitoyens dans la rue ou dans le travail. Mais c'est un débat qui maintenant doit passer à du concret, plus qu'à des invectives entre personnalités bien branchées, comme on dit. Voilà. Et sans doute pas en transformant la fin des opéras, comme ça a été le cas à Florence la semaine dernière, où la fin de Carmen a été réécrite pour que ce ne soit pas... si, absolument. Pour que ce ne soit pas Don José qui tue Carmen, mais le contraire, ce qui est quand même beaucoup plus acceptable, en tout cas aux yeux de certains. Merci beaucoup à tous les quatre de votre participation. C'est fini pour ce soir. Mes points de vue revient demain, même heure, même endroit. Ça, c'est formidable.